Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière édition des Engage Call de la saison. On a le bonheur et la chance de recevoir Christian de Pertuis, l'économiste qui se présentera juste après d'ailleurs. Dernière édition avant la troisième saison qui commencera dès fin septembre avec un programme sur 10 éditions l'année prochaine avec de nouveaux partenaires et notamment un partenaire principal qui sera Actes Sud. Voilà, donc on va refondre tout ça et donner encore plus d'ambition à ces Engage Calls. Et puis pour commencer à donner cette nouvelle ambition, eh bien, quoi de plus naturel finalement que d'inviter le grand économiste Christian de Pertuis. Merci beaucoup, Christian, d'avoir accepté de nous rejoindre pour parler d'un sujet qui vous passionne, c'est-à-dire comment travailler la convergence entre l'urgence climatique, peut-être de biodiversité d'ailleurs aussi, et l'économie et la macroéconomie. Et je vais commencer par vous poser une question un peu rituelle. Déjà, c'est est-ce que vous pourriez vous présenter, Christian? Christian, qui êtes-vous? Oui, bonsoir. Écoutez, je suis professeur d'économie. Je fais ce métier depuis un bon bout de temps. Je n'étais pas du tout versé sur les questions environnementales, puisque j'ai fait ma thèse d'État sur le déséquilibre agroalimentaire algérien. J'ai travaillé beaucoup sur les questions agricoles pendant les 10 premières années. Ensuite, j'ai fait pas mal de macroéconomie, d'économie industrielle. Et puis, j'ai basculé complètement mon activité au début des années 2000. Par les hasards de la vie, j'ai rencontré quelques climatologues, Jean Jouzel, Hervé Letreux et d'autres. Pas les plus mauvais. J'ai eu la chance de les rencontrer, si vous voulez. Bon. Voilà. Et donc, en gros, entre 2002 et 2004, j'ai fait une reconversion totale professionnelle, à la fois sur le plan de l'enseignement, de la recherche, en me disant qu'il fallait essayer de mettre tous les moyens possibles pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on pouvait non seulement poser des questions sur le climat et la biodiversité, mais aussi essayer de travailler sur des instruments économiques de l'action. Et ensuite, deuxième coup de chance, j'ai rencontré Denis Ellerman, qui était au MIT à l'époque, le patron de l'économie de l'environnement, et Denis et un autre collègue irlandais qui s'appelle Frank Convery m'ont initié aux délices de l'économie des quotas, voyez-vous, voilà. Et depuis 10 ans, 2010, j'ai eu la chance d'avoir d'un côté cette chère économie du climat que j'ai fondée, et puis la poursuite de mes enseignements. Voilà. Donc, je suis un homme absolument heureux. Et merci de cette invitation. Je suis ravi de cette invitation. C'est d'ailleurs ce qui transparaît quand on discute avec vous. C'est vrai que vous avez l'air heureux. Je voudrais qu'on commence par une question un peu abrupte, mais centrale finalement. Est-ce que nos modèles économiques actuels, le libéralisme, le capitalisme tel qu'on l'entend actuellement, est compatible avec les grands enjeux, l'urgence climatique et de biodiversité? Voilà, on rentre directement. La réponse est non. La réponse est non. Il est, si vous voulez, 15 ans, même un peu plus de travail sur ces questions du climat et de la biodiversité. On y reviendra parce qu'il y a vraiment deux jambes extrêmement importantes. Nous oblige à effectivement réfléchir à des modes de fonctionnement du système économique qui doivent s'écarter radicalement et rapidement du fonctionnement actuel. Bon. Ceci dit, lorsque vous dites que le libéralisme aujourd'hui est le modèle dominant, j'en suis pas tellement convaincu. Parce que si vous regardez le fonctionnement du système capitaliste depuis en gros l'après-guerre, vous avez une période effectivement de très forte intervention de l'État jusqu'au début des années 70. Vous avez eu une période de libéralisme qui a effectivement été incroyablement dominante, entre, en gros, disons, 1980 et puis 2005, de 2008. Retour invraisemblable, quelque part, de la doctrine libérale qu'on avait connue à la fin du 19e siècle. Et puis, je pense que le choc de la crise de 2008-2009 a déjà fortement ébranlé ce libéralisme à outrance. Et la crise de Covid-19 a été... Ça, c'est très récent quand même. Oui, mais c'était une extraordinaire illustration de l'importance
l'intervention de l'État, et c'était un formidable accélérateur. On n'a pas géré la distanciation sociale, l'accès à la vaccination, l'accès aux soins sur la base du libéralisme. On l'a totalement intégré, hein, sur la base de l'intervention de l'État. Donc je crois qu'on s'éloigne du libéralisme, mais on va faire face, et je crois que le capitalisme, le moteur du capitalisme est en train de se modifier. On va vers un variant du capitalisme nouveau, hein, que j'appelle le capitalisme viral. Le capitalisme viral, c'est celui qui résulte de l'accélération de la numérisation de l'économie, hein, dans lequel la matière première la plus importante, c'est l'information. Vous voyez bien que pourquoi est-ce que j'appelle ce capitalisme viral? Comment? Oui. Pourquoi j'appelle ce capitalisme viral? C'est parce que l'expression n'est pas de moi, elle est de Yves Citon. C'est les deux facettes du virus. Vous voyez, on a tous la trouille, hein, dans ce qu'on a dans notre ordinateur, d'être attaqué par un virus, mais en même temps, on a vraiment envie que notre vidéo de ce soir devienne virale. Voyez-vous, qu'elle se multiplie avec nous. C'est ça le capitalisme viral. Et donc, ce capitalisme viral, il accélère un certain nombre de mutations, mais il requiert aussi énormément de nouvelles régulations pour le domestiquer, et notamment, si on veut, grâce à ce capitalisme viral, lutter plus efficacement face au réchauffement climatique, avec ces deux jambes de la marche vers la neutralité climatique, et sont la transition énergétique. Là, on a en jeu à peu près 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas suffisant. Il y a la deuxième jambe qui est le carbone vivant, la protection des puits de carbone, la restauration de la biodiversité. Et là, la forêt, les océans notamment. Oui, et l'agriculture. Bien sûr. Et l'agriculture qui est véritablement le levier le plus important. Et là, l'enjeu, c'est de 20 à 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, suivant la façon dont on les mesure. Alors, pour revenir, je pense qu'on est d'accord, je ne sais pas si c'est souhaitable, d'accord, mais d'ailleurs, il n'y aura probablement pas de grand soir et de fin du capitalisme, de révolution, enfin bon, bref, on n'en sait rien, mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'il faut réformer en priorité? Comment il faut faire pour faire bouger même si vous dites que ce mouvement est déjà quelque part enclenché, qu'est-ce qu'il faut bouger en priorité et comment s'y prendre? Alors, il y a deux transformations majeures à engagé. La première, c'est la transformation du système énergétique qui repose aujourd'hui à un peu plus de 80% sur trois produits qui s'appellent le charbon, le pétrole, le gaz, et qui sont à l'origine de 70% des émissions mondiales. Il faut faire une rupture qu'on n'a jamais faite depuis 2 siècles. Hein. Depuis 2 siècles, notre système énergétique évolue dans une logique de l'empilement. C'est-à-dire que vous rajoutez les sources d'énergie les unes après les autres. Je ne vous refais pas le rappel, hein, mais en gros, hein, vous rajoutez le charbon, vous n'employez pas la biomasse, etc. Là, il faut, en 20 ou 30 ans, faire une transition par substitution. Donc, il faut passer de la logique d'addition à une logique de substitution où on sort 3 produits, le charbon, le pétrole et le gaz d'origine fossile du système énergétique. Ça, c'est la première transformation majeure. Mais vous voyez bien que pour faire cette transformation, vous avez un double mouvement. Vous avez un mouvement d'investissement dans des nouvelles sources d'énergie décarbonées. Vous avez un mouvement d'investissement dans l'efficacité énergétique, dans le stockage de l'énergie, etc. Donc ça, c'est une logique qui n'est pas tellement nouvelle parce que notre système capitaliste… Il toujours cherché à diminuer. Il sait assez bien rajouter du capital au capital, voyez-vous, hein, si on lui donne les bonnes incitations. Hein. Et si vous donnez on verra lesquelles après, si vous donnez les bonnes incitations au capital, mais ils vont investir dans le bas carbone. Mais ça, ce n'est pas du tout ce qui est suffisant. Il faut aussi désinvestir massivement de tout ce qui concerne les énergies fossiles, soit au niveau direct de la production de ces énergies, soit dans les objets industriels qui sont liés à cette énergie fossile, les chaudières, les voitures, le moteur à combustion interne, etc., etc. Donc il y a cette double transformation. Et ce que ne sait pas faire la logique libérale, ou je dirais la logique qui est sans régulation suffisante, c'est ce facteur de désinvestissement. Et je trouve incroyable la question aujourd'hui qui commence à se poser des fonderies.
Ça fait 5 ans, dans le tic-tac de l'horloge climatique, j'ai écrit que si on retire le moteur à combustion, le problème numéro 1, c'est qu'il faut à peu près 2 fois plus d'ouvriers pour fabriquer un moteur thermique que pour fabriquer un moteur électrique. Ils ont parlé d'ailleurs ce matin sur France Inter avec le directeur général de Renault. Voilà, ben évidemment. Bon, mais c'est qu'un des multiples exemples. Vous voyez, bon, donc, on a ce double mouvement pour la transition énergétique et je crois que ce qu'on ne sait pas bien faire, c'est ce désinvestissement. Et sur le plan économique et financier, c'est fondamental. Et ça rejoint la question de la croissance que vous n'avez pas encore posée, mais c'est un peu... Et ça y viendra, parce que vous pensez bien, évidemment, qu'on va traiter la question de la production. Alors, sur le plan économique, les choses sont assez simples. Si vous voulez rapidement sortir des fossiles, il faut renchérir le coût d'utilisation des énergies fossiles sans renvoyer une rente aux producteurs d'énergie fossile, comme vous le faites lorsque vous augmentez le prix du pétrole ou le prix du gaz. Donc, c'est la taxe carbone. Ça s'appelle une taxe carbone ou un système de quotas échangeables. On peut le faire indirectement avec des régulations administratives. Et si on prolonge un peu, j'avais un peu réfléchi à ça dans un bouquin autrefois, en fait, il faudrait, si on veut vraiment réguler sur la base de règlements efficaces, il faudrait le faire totalement à l'amont. Vous voyez, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait geler mondialement les nouveaux permis d'exploration, production et toutes les nouvelles ouvertures de mines de charbon. C'est pas très simple. Alors là, ce n'est pas une taxe, c'est une interdiction formelle. Oui, mais on pourrait le faire, oui, on pourrait le faire par des interdictions. Ah oui, d'accord. Sur le plan économique, ça serait une espèce de prix du carbone implicite, vous voyez, ça revient au même. Mais bon, la meilleure façon, c'est effectivement la taxation ou le système de quotas des gens qui est la même chose. Donc ça c'est le premier levier. Bon. Et je dirais aujourd'hui, on a une courbe d'expérience qui est assez grande dans la matière et on voit bien que cette question de la taxation du carbone, que ce soit au plan local, au plan européen ou au plan international, c'est un problème d'économie politique de la redistribution. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là que si on accepte en France de payer, par exemple, un peu moins de 50% de notre revenu national en prélèvement obligatoire, c'est parce qu'on accepte qu'il faut que l'État utilise cet argent pour redistribuer à l'intérieur de la collectivité nationale. En matière de taxation du carbone, c'est la même chose. Il faut réfléchir à la taxation du carbone en fonction des redistributions qu'on veut faire. Au plan international, au plan mondial, si vous mettez une taxe carbone, on émet à peu près 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an. Si vous mettez une taxe de 10 euros, vous créez tout de suite 500 milliards de valeur. Comment est-ce que vous redistribuez cette valeur? Si vous la redistribuez au prorata per capita, le pays qui gagne le plus au monde, c'est qui? C'est l'Inde. Ils sont prêts à faire ça, mais ce n'est pas ça qu'on leur propose. On leur propose de taxer le carbone, mais pas du tout de redistribuer la valeur. Au plan national, quel est le problème qui a été mis en œuvre mis en exergue par les gilets jaunes? C'est pas qu'il ne faut pas taxer le carbone, c'est que si on taxe le carbone sur des effets redistributifs, évidemment, on se prend des effets de retour, surtout si on n'explique pas ce qu'on fait et surtout si en même temps le prix des énergies fossiles se met à augmenter sur le marché international, ce qui s'est produit, si vous voulez. Voyez, bon. Donc ça veut dire qu'il faut redistribuer. Et si on n'est pas capable de redistribuer, on se prend des effets boomerang. Donc c'est ça vraiment, je crois, qui est le cœur de la discussion sur la taxation du carbone. Mais l'autre volet qui est très important pour les interventions publiques, c'est qu'il faut aussi organiser la reconversion. Il faut organiser la disparition. C'est la politique industrielle qui est liée il faut organiser, bien sûr, le désinvestissement, pas que industriel, agricole, territorial. Votre chaudière au fioul domestique, si vous en avez une, votre voiture. Bon. Et ça, je pense que c'est le grand angle mort dans les volets financiers. Quand on parle du coût de la transition énergétique, on met le coût de l'investissement. Vous voyez, on prenait n'importe quel rapport de l'Agence internationale de l'énergie, le rapport du Haut Conseil pour le climat, le machin de I4C. Bon, ils vous rajoutent les milliards aux milliards sur combien il faut investir en éoliennes. Oui, mais ça, ce n'est pas le vrai coût. Le vrai coût, c'est le coût du désinvestissement. Comment est-ce que vous allez financer la reconversion? Et là, c'est, je crois, l'intervention d'État est absolument
décisive. Et là, on n'est pas provisionné. On n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent au niveau national et c'est très mal provisionné au niveau européen, même s'il existe un fonds pour la solidarité qui prévoit de financer ça. Mais le rapport, c'est le rapport de 1 à 10 entre ce que vous mettez dans l'hydrogène. Donc c'est ça, je crois, qui est vraiment… Vous voulez dire, pardon, la désindustrialisation ou le démantèlement, enfin, le désinvestissement coûte 10 fois plus cher que ce qu'il faut mettre pour faire une politique hydrogène qui tienne la route? Non, je dis qu'aujourd'hui, on met 10 fois plus dans l'hydrogène que sur les reconversions. D'accord. Non, je n'avais pas compris. C'est moi qui me suis mal exprimé. Hein. Mais donc, vous voyez, donc, pour moi, c'est vraiment le point important. Et ça renvoie bien à une autre question, qui est quand dans un système économique, vous prenez le cas des pays capitalistes développés. Après, on pourra peut-être parler un tout petit peu des pays émergents. C'est quand même là que se joue, je crois, pour l'essentiel, l'action climatique pour demain. Hein. Mais quand on prend nos pays, quand on a à la fois une accélération très forte de l'investissement et un mécanisme parallèle de désinvestissement très fort, quel est le solde sur la croissance économique? Est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif? Voyez-vous? Bon. Alors, je crois que vous allez me demander tout à l'heure, parce que je me souviens maintenant des questions que vous m'avez posées. Est-ce que vous avez une religion en la matière? C'est ça que vous disiez. Absolument. Vous avez une religion en la matière. On y viendra tout à l'heure. Soyez patient, Christian. D'accord. Non, j'avais une question parce que tout à l'heure, vous voyez, question qui n'est pas prévue. Vous parlez du prix carbone et puis vous lancez 10 euros. Alors moi, j'ai toujours lu, je ne pense pas que le 10 euros pour le prix du carbone soit suffisant pour payer la transition. C'est quoi le prix souhaitable, le prix désirable, réaliste pour arriver à payer cette transition? Alors, vous parlez d'un prix du carbone France, Europe, monde? Je vous laisse. Vous êtes okay. Alors, je dirais que ce que je sais le mieux calculer, c'est le prix du carbone Europe. OK. En gros, aujourd'hui, le prix du quota de CO2 est remonté à 50 euros la tonne, ce qui n'avait jamais atteint depuis le début du marché. Pour ma part, j'ai fait une préconisation qui est de dire qu'il faudrait mettre un plancher, un plafond au prix du quota. Et j'ai proposé une règle simple, c'est que le plafond soit égal à 2 fois le prix du plancher, que le prix du plancher démarre dès maintenant à 55 euros la tonne de CO2. Donc, qu'on soit dans une marge de 55, 110. Bon. Et le plus important, c'est la trajectoire. Donc, je vise 100 euros plancher en 2030. Pourquoi ces chiffres? Parce que, bon, après, ce n'est pas parce qu'on est expert qu'on a le droit de sortir des chiffres du chapeau comme ça. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, à partir de 55 euros la tonne de CO2, pratiquement, systématiquement, vous perdez de l'argent dès que vous utilisez du charbon ou même du gaz naturel pour produire de l'électricité en Europe. 100 euros la tonne en 2030, vous rentabilisez la production d'hydrogène vert. Alors, oui, parce que le gros problème de l'hydrogène dont on parle, c'est évidemment sa production, puisqu'aujourd'hui, à 98%, l'hydrogène qu'on utilise dans le monde et en Europe est un sous-produit des énergies fossiles. Absolument. Du coup, j'ai une question, on y vient, parce que vous avez commencé à parler du bon territoire, de la bonne échelle pour faire réforme. En tout cas, pour traiter ce sujet de la transition économique, la transition de notre système. Elle est quoi? Elle est à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale? Comment on arrive à traiter ce sujet? Alors, il n'y a pas une échelle valable et les autres qui ne sont pas valables. Il faut traiter toutes les échelles, si vous voulez. Bon. Ce qui est certain, c'est que beaucoup de décisions doivent être prises à l'échelle locale, parce que ce qui est en jeu, c'est la façon, pour la transition énergétique, c'est la façon dont on produit, dont on utilise l'énergie. Donc ça, c'est… Et puis, vous voyez bien que l'autre volet est encore plus local. L'autre volet, c'est la transition agroécologique, dont on n'a pas vraiment parlé jusqu'à présent, qui est la deuxième jambe de l'action climatique, et qui vise à quoi? Qui vise à là, vraiment réinvestir dans la diversité du vivant pour protéger nos puits de carbone. Mais au-delà des puits de carbone, je le rappelle, c'est la capacité du milieu naturel à capter le CO2 qui est dans l'atmosphère et à le stocker dans les plantes, dans le sous-sol ou dans l'océan, qui est le principal puits de
carbone. Mais ça concerne aussi la capacité de l'agriculture à réduire les deux principaux gaz à effet de serre hors CO2 que sont le méthane et le protoxyde d'azote, dont elle est la première source d'émissions. Et ça consiste enfin à agir sur les techniques agricoles pour faire en sorte que ces techniques soient des techniques qui stockent le carbone dans les sols agricoles et arrêtent de le déstocker. Et si vous regardez l'enjeu en termes de masse, j'ai rien contre l'écologie urbaine et la végétalisation des murs du 5e arrondissement. Ce n'est pas du tout la même échelle. Mais on n'est pas à la même échelle. Bien sûr. Et l'échelle territoriale pour l'agriculture est un immense problème. Et ça, c'est très important parce que, et là, l'action ne peut être que locale. Bon, ouais, je me suis engagé depuis 2 ans dans une ONG qui fait du développement agricole dans les pays du Sud, AgriSud. On ne peut évidemment avoir un impact sur les systèmes agricoles que si on raisonne à la maille du village. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper après du complexe du grand complexe des échanges internationaux de grains, etc. Mais l'action ne peut être que locale. Donc, vous voyez que dans les deux cas, il faut conjuguer une action locale qui est plus ou moins complexe suivant les cas, avec des relais nationaux, européens et internationaux, puisque là, c'est assez simple si vous regardez les chiffres. Si vous regardez les chiffres d'émissions de CO2 ou même de méthane et de protoxyde d'azote, l'enjeu majeur pour les 2 prochaines décennies, c'est évidemment le rythme de décrue de nos émissions qui a déjà commencé en Europe, et c'est évidemment comment est-ce qu'on fait avec les pays émergents et avec les pays émergents de demain. Elle a commencé aussi parce qu'on a transféré pas mal de nos émissions dans d'autres pays. Oui, alors si on additionne, c'est pas terrible. Non, mais là, je voudrais remettre en cause une idée reçue qui est du reste véhiculée de façon tout à fait irresponsable, je trouve, par certains. Il est vrai que, évidemment, l'empreinte carbone des pays développés est supérieure à leurs émissions territoriales et réciproquement pour les pays émergents, ça ne fait aucun doute. Mais la baisse des émissions que nous avons connue depuis 2005 en Europe ne s'est pas accompagnée d'une hausse équivalente des émissions dans les pays émergents. Ceci est factuellement faux. Oui, d'accord, mais depuis... ça réduit de fait quand même la baisse de nos émissions. Vous êtes bien non. Si, la baisse de nos émissions, et pour l'Union européenne, sur des émissions de CO2, elle est parallèle à la baisse de l'empreinte depuis 2005. Donc, il faut regarder les chiffres. Bon, et les raisonnements inverses sont basés sur des chiffres qui ont été corrigés, qui ne sont pas exacts. Je ne peux pas laisser dire ça. Je crois que ça. Et pour moi, c'est très important. Je vais dire pourquoi c'est très important. Parce que les réactions que j'entends à la suite de ce type de propos, c'est de dire c'est pas la peine de vous embêter, les gars. Vous faites des efforts et c'est à l'extérieur que c'est compensé, et souvent on rajoute des connotations un peu à la limite extrêmement désagréables du style c'est les Chinois, voyez-vous. Bon. Donc, non, ce n'est pas vrai. Quand on réduit les émissions en Europe rapidement depuis 2005, ça a un effet net sur notre empreinte carbone. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de l'empreinte carbone de nos produits importés, bien évidemment, il faut le faire, mais on ne peut pas, ce n'est pas les vases communicants. Les deux s'ajoutent, bien d'accord. Je voudrais revenir sur, donner à la volée, comme ça, 2 questions qui ont été posées par Ariane et par Dominique, des pistes pour rendre cette taxation carbone juste sur le plan social. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Christian? Oui, alors, sur le plan, prenons l'exemple français, puis je dirais 2 mots peut-être de la réforme à venir en Europe. Moi, je pense qu'il y a 2 types de compensation, 2 types de redistribution qu'il faut faire. La première est une redistribution en fonction du niveau de revenu. Ça, c'est assez simple à faire, on sait faire. Et personnellement, j'ai fait un papier là-dessus, je milite aujourd'hui pour une réforme fiscale qui incorporerait d'un côté une réforme de la taxation directe avec introduction
d'un minimum de revenu universel et une augmentation de la taxation énergétique. Je rappelle que le cas d'école qui est connu de tous en Europe, qui est la Suède, la taxation du carbone en Suède n'a été que l'un des éléments d'une réforme fiscale beaucoup plus large. Donc, je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut essayer de rattraper ce qui peut être rattrapable. Vous pourriez en parler un peu plus de cette réforme suédoise et du modèle qu'ils ont choisi? Oui. Je voulais juste peut-être rajouter, avant d'arriver à la réforme suédoise, le deuxième volet qui est beaucoup plus compliqué, c'est les inégalités spatiales, les inégalités territoriales. Parce que si vous compensez, au moment où vous mettez, on sait que, et le mouvement Gilets jaunes l'a montré avec violence assez forte, que cette inégalité territoriale s'accroît en gros à mesure qu'on s'éloigne des centres urbains. Et donc, on pourrait imaginer compenser aussi cette inégalité spatiale en disant je mets en place une taxe carbone et je compense plus les ménages périurbains ou les ménages ruraux par rapport aux ménages qui sont dans les centres-villes. Mais si vous faites ça, vous risquez de développer une incitation contre-productive, c'est-à-dire que vous risquez à inciter les gens à s'éloigner des centres. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, à mes yeux, la grande difficulté de la redistribution qui accompagnerait une taxe carbone et moins dans la redistribution verticale qu'on sait faire, qu'on n'ose pas faire pour des raisons plus politiques, mais les inégalités territoriales sont beaucoup plus complexes et je crois qu'elles ne peuvent se corriger que si on met systématiquement en place des actions d'aide à la mobilité et à la réduction des émissions ciblées sur les ménages les moins favorisés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, une grande partie des aides, notamment à l'énergie renouvelable, sont anti-redistributives. Vous financez avec l'argent public des investissements qui sont réalisés par des classes sociales favorisées qui n'en ont pas besoin. Pareil, quand vous achetez un véhicule électrique aujourd'hui. Moi, j'ai acheté un véhicule électrique il n'y a pas longtemps, j'ai reçu 7 000 €, si vous voulez. Je considère que ce n'est pas un bon usage collectif que de financer. Et vous les avez rendus, d'ailleurs, je crois. Vous les avez rendus. Non, je ne l'ai pas rendu. Non, je l'ai pas rendu parce que je ne sais pas très bien qui les rend. Oui, c'est comme ça. Alors, peut-être, vous m'aviez interrogé sur la Suède. Oui, sur la Suède. Oui. Alors, si vous voulez, le cas de la Suède est à la fois intéressant. Il ne faut pas non plus en faire un modèle absolu, voyez-vous, parce que on est souvent maintenant dans les discussions un peu, dans des querelles un peu de gens qui ont des certitudes absolues. Moi, je suis assez la situation en Suède avec des gens du ministère de l'économie et des finances suédois qui s'en occupent. Ce qui est absolument évident, c'est que, la Suède a réussi sa taxation carbone parce qu'elle a incorporé dans une réforme fiscale d'ensemble. Deux, cette réforme fiscale d'ensemble n'avait pas comme objectif d'augmenter le poids des impôts, mais de le diminuer. Et souvent, ça s'est un peu oublié, si vous voulez. Donc, on n'a pas eu l'effet boomerang des gens qui vous disent « Allez, arrêtez la taxe carbone, encore un impôt de plus, on met de l'impôt sur l'impôt. » Ça, c'est très important. Elle a eu un impact extrêmement important sur tout ce qui est les systèmes de chauffage. Et un peu moins important sur la mobilité, sur les systèmes de chauffage. Pourquoi? Parce que très vite, avec un niveau de taxe, aujourd'hui la taxe carbone suédoise est à 128 € la tonne de CO2. Très vite, avec un niveau de prix qui était de l'ordre de 50-60, en gros, on perdait de l'argent lorsque on chauffait avec des fossiles. Et donc, en Suède, vous avez 70% du chauffage qui est individuel, qui est par des réseaux de chaleur. Donc, très vite, les réseaux de chaleur ont quitté le fossile pour faire du bois. Mais il fallait avoir des ressources en bois locales, que nous, on n'aurait pas. Et donc, c'est vraiment ça qui a fait. Et aujourd'hui, en Suède, on émet par habitant pratiquement 3 fois moins de CO2 pour le chauffage des bâtiments qu'en Espagne. Mais pas tout à fait dans les mêmes conditions climatiques, voyez-vous. Donc, ça, c'est l'autre volet qui est très intéressant sur la Suède, et j'arrête après, c'est que la Suède a eu un mouvement d'accélération de ses transformations industrielles vers des industries spécialisées bas carbone, extrêmement rapides. Et donc, la part de la valeur ajoutée suédoise dans le PIB a beaucoup moins baissé en Suède que dans d'autres pays, comme par exemple la France. Donc, ça montre bien qu'une taxe carbone n'est pas un facteur de désindustrialisation, c'est un facteur qui va hâter
la mutation des structures industrielles, si on est capable de faire des transitions dont je parlais tout à l'heure. J'ai une question à laquelle vous avez presque répondu, mais après, on partira de la taxe carbone pour parler d'autre chose. Mais oui, comment être, on a marre de la taxe carbone. En plus, vous, ça fait quand même des années que vous parlez de ça. Non, on n'en a pas marre, mais on voudrait arrêter d'en parler et la payer. C'est ça. Et la faire. Voilà. Comment être local avec un prix du carbone local dans un contexte d'économie mondialisée et dominé par le prix des taxes aux frontières et les taxes aux frontières? Alors, oui, la question est importante sur les taxes aux frontières. Personnellement, je pense que ce qu'il faut viser, c'est un prix du carbone international qui est un minimum, un prix minimum. Bon. Le prix plancher dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. Et puis après, il ne faut évidemment pas que les pays qui ont besoin d'une taxe carbone supplémentaire aillent plus vite que les autres. Si vous voulez, on ne va pas empêcher les Suédois d'avoir 126 ou 128 euros la tonne de CO2, hein, si le prix européen est à 50, si vous voulez. Donc ça n'a pas de. Moi, je pense qu'il faut viser ça. La question de la taxe aux frontières est très importante et elle va être au centre des débats dans les. Vous pouvez nous l'expliciter? Oui, alors je vais vous l'expliquer. La taxe carbone aux frontières, si vous voulez, c'est exactement comme ce qu'on a fait dans la politique agricole commune lorsqu'on a mis un sas à l'importation pour les importations de blé parce qu'on voulait protéger le prix du blé en Europe. Bon, là, la question se pose pour les produits qui ont un fort contenu en CO2, comme l'acier, comme le ciment, comme l'électricité. Est-ce qu'on peut rester compétitif sur ces produits avec une taxe carbone qui demain, par exemple, serait à 100 euros la tonne si on écoute les préconisations des bons économistes, hein, et une compétition avec des zones extérieures où on n'a pas de coût du carbone. D'évidence, jusqu'à présent, la question ne s'est pas beaucoup posée parce que pour deux raisons. La première, c'est que le prix du carbone était bas, et la deuxième, c'est que nos industriels sont hyper protégés par la gratuité des quotas. Donc, si on veut rendre le système beaucoup plus incitatif pour baisser les émissions, il faut, un, faire payer les quotas aux industriels, et deux, trouver une autre forme de protection. Donc, la taxe à la frontière, c'est à ça que ça sert. Donc, ça sert à obliger l'industriel qui est, par exemple, en Tunisie, enfin, les installations industrielles qui sont en Tunisie, qui sont en Asie, en Turquie, qui importent en Europe, de payer les mêmes coûts du CO2 que les industriels européens. Techniquement, ça pose des problèmes compliqués pour un certain nombre de produits, moins compliqués pour d'autres, je ne rentre pas dans les détails, mais surtout, ça pose la question de qui paye la taxe carbone. Ce n'est pas l'industriel, le turc ou chinois qui va la payer, c'est le consommateur européen. Et le consommateur européen, c'est qui? Comme on est sur des produits intermédiaires, en général, c'est d'autres industries. Donc, si vous ne faites pas attention, vous risquez de pénaliser les industries aval au détriment des industries amont. Par exemple, les fabricants de voitures ou d'éoliens qui ont besoin d'acier, de tôles d'acier, et qui risquent d'avoir des tôles d'acier plus importantes. Eux, on ne va pas mettre une taxe carbone après sur toutes les éoliennes. Oui, donc c'est ça la difficulté, c'est les produits transformés. Donc il y a un petit débat intéressant, mais je pense que, je n'ai même la certitude, la Commission européenne fera, comme vous le savez, le 14 juillet prochain, ils ont fait exprès de prendre le jour de fête nationale hein, pour qu'on puisse fêter ça, présentera ses propositions sur la taxe aux frontières, et je crois que c'est un outil extrêmement important, mais qui n'est qu'un outil. Le véritable enjeu politique derrière est le suivant. L'Union européenne est à peu près la seule grande zone économique hein, qui continue peu ou prou à mettre en avant les règles du commerce, les règles du libéralisme en matière de liberté du commerce, les règles de l'OMC. Vous voyez que ni les Chinois ni les Américains s'embarrassent avec ça. On est vraiment les seuls encore Et je crois que derrière cette question assez technique sur le mécanisme aux frontières, la vraie question c'est est-ce que l'Europe demain va avoir une véritable doctrine en matière de commerce international, et la doctrine est la suivante, elle s'exprime de façon très simple, il faut désormais subordonner la liberté du commerce international à des règles climatiques supérieures, je dis règles climatiques, mais également à des règles de biodiversité supérieures. Et ça, c'est, je crois, une rupture majeure dans le fonctionnement de notre système économique, voyez-vous, hein. Si on est capable c'est peut-être pas le grand soir hein, que vous évoquiez tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'évoquiez. Je n'ai pas dit que je le souhaitais, j'ai dit que... Je n'ai pas compris si vous l'évoquiez avec frayeur ou avec envie, si vous voulez. Peut-être un mélange des deux. Sans doute, on est un peu ambivalent. Hein. Mais je suis un peu dans votre cas, si vous voulez. À la fois, je suis en même temps, des fois, on se dit quand même. Hein, bon. Et puis, les grands soirs passés n'ont pas toujours produit des miracles écologiques, tant s'en faut. Hein. Alors, mais cette question, vous voyez, est-ce que dans la dynamique du système capitaliste, est-ce
on va subordonner les règles de liberté de commerce à des normes environnementales supérieures, ça, je crois que c'est une vraie rupture. Et je pense qu'on y va. Je pense qu'on y va. Et je pense que là, l'Europe a vraiment un rôle très important à jouer. Et si elle est capable d'utiliser la tarification carbone pour avancer dans cette direction, c'est aussi une très grande avancée potentielle pour construire un monde où on a moins de contradictions entre la réussite économique et la transition, la double transition qu'il nous faut conduire pour viser la neutralité climatique. Merci Christian. Dernière petite question sur la taxe carbone. Je l'avoue, je ne l'ai pas comprise. Comment faire pour qu'une éventuelle taxe carbone ne déplace le problème, c'est-à-dire qu'elle contribue bien à la lutte contre le dérèglement climatique, mais conduise à aggraver l'atteinte à d'autres limites planétaires, la biodiversité? Oui, c'est une très bonne question. Et alors, est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer la question? Parce que moi, je la comprends. Oui, ouais, je vais l'expliquer. Alors, je pense que c'est la personne qui a posé cette question a certainement lu le tic-tac de l'horloge climatique. Ce que vous n'avez peut-être pas fait du reste. Alors, je dois vous l'avouer. Mais maxima culpa. Quand je vous ai dit qu'il faut une taxe carbone pour accélérer la transition et la transition énergétique, donc pour sortir des 3 produits fossiles du système. La transition agroécologique, on ne va pas la régler à partir du contenu énergétique du CO2, voyez-vous. Hein, bon. Et si vous appliquez un prix du CO2 uniquement basé sur l'énergie à la forêt, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez convertir la forêt amazonienne en taillis à courte rotation pour retirer le plus vite possible, voyez-vous, hein, de l'énergie. Hein. Alors, on va peut-être pas mettre des peupliers, des trucs comme ça quand même, mais c'est un peu vers ça qu'on va, vous voyez, on va appauvrir incroyablement la biodiversité pour maximiser le prélèvement d'énergie qu'on peut faire à court terme. Et c'est toute la grande difficulté de bien doser l'usage de la biomasse, l'usage de la biomasse énergie. Moi, vous voyez, bon, sur la biomasse énergie, les biocarburants de première génération, en général, quand on s'occupe sérieusement des questions d'écologie, on a beaucoup de réserves, c'est mon cas. Le biométhane, c'est beaucoup mieux déjà, mais ce n'est pas sans risque non plus pour le milieu naturel. Si vous poussez, comme ça s'est fait dans certaines zones au sud de l'Allemagne, une production intensive de maïs pour remplir vos biométhaniseurs, vous allez appauvrir le milieu naturel. C'est encore une question d'équilibre et de vitesse. Ouais. Bien sûr, et aujourd'hui, on sait que l'une des voies pour accélérer la sortie du charbon dans la production d'électricité en Europe, beaucoup utilisé au Royaume-Uni, un peu à moindre degré en Pologne et en Allemagne, c'est de mettre du bois à la place du charbon dans les choses. Mais le bois, d'où est-ce qu'il vient? Et si vous augmentez ce prélèvement en bois, vous allez appauvrir le... Donc, il y a vraiment une limite très importante à la biomasse. Et dans le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, qui est vers un net zéro émission, cette question de la biomasse est effectivement elle est juste effleurée. On suppose qu'il y a les ressources. On n'a pas été voir, parce qu'il faut quand même ensuite produire, je ne sais plus combien de giga-mégawattheures d'énergie à partir du bois. Et il faut même faire en plus de la CCS sur le bois. On ne sait pas. Donc, je pense que la question est très importante et elle nous montre que les instruments de la transition agroécologique, de la protection de l'entraînement ne sont pas les mêmes que pour la transition énergétique. Et je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus avancé dans la définition des méthodes et des voies de transformation du système énergétique qu'on ne l'est sur l'agroforesterie et leur réinvestissement dans le milieu du vivant. Et je pense que la grande question qui va se poser dans les décennies qui viennent, une fois qu'on aura accéléré la transition énergétique en sortant des fossiles, ce sera comment est-ce qu'on traite le carbone vivant? Quel est notre rapport au milieu vivant? Et là, ça pose des sacrées questions et c'est quand même beaucoup plus compliqué de changer des systèmes agricoles et forestiers que de transformer des usines qui fabriquent de l'électricité, si vous voulez. Je voudrais qu'on rentre dans une deuxième ou dernière partie de notre discussion et qu'on aborde la question des religions. Je plaisante à moitié. C'est un jeu de mots, bien sûr, mais c'est vrai que l'Europe, dernier rapport je ne sais plus comment il s'appelle, mais
bon, on va dire une des entités de l'Europe qui s'occupe d'économie et d'énergie surtout, a commencé à parler de décroissance, a commencé à dire parler du célèbre découplage, que de toute façon on n'arriverait pas parce qu'à croissance égale production énergétique et donc production de CO2. Et donc, vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que vous avez une sorte d'idée, une religion, une idée arrêtée sur le sujet? Est-ce que vous parlez de décroissance, de choix de croissance, de type de croissance? Vous allez jusqu'à la décroissance? Allez. Alors, une religion, pas vraiment. Je pense les choses suivantes. La première, c'est que la transition énergétique et la transition agroécologique est un formidable levier pour accélérer la croissance dans les pays les moins avancés. Ce n'est pas une question de second ordre, ni sous l'angle éthique, évidemment, mais encore moins sous l'angle climatique. Parce qu'il suffit de faire un calcul très simple. Vous prenez le nombre de personnes qui habitent aujourd'hui au sud du Sahara. Prenez les projections de la Banque mondiale, vous voyez en 2050 combien il y en a, et puis vous montez leur taux de CO2 par habitant qui est aujourd'hui de 1,5 à 1,6 à 4, hein, vous avez totalement bouffé toutes les économies qu'on peut faire dans les pays du Nord. Donc, ce n'est pas une question secondaire, et pour moi, il y a un premier point qui est très important, c'est de se dire que les méthodes de production d'énergie bas carbone et des méthodes d'agroécologie sont des leviers qui permettent d'accélérer le développement et la croissance économique dans les pays moins avancés parce qu'eux n'ont pas cette somme de capital investi qui dépend des fossiles. Donc, ils n'ont pas à faire ce désinvestissement. Donc, ça, c'est un point très important qu'il ne faut jamais oublier. Moi, j'ai habité 4 ans dans un pays au sud, si vous voulez. Croyez-moi, avec mes collègues, on ne parlait pas des croissances. Voyez, donc, ça, c'est un premier. Deuxième point, quand on parle de décroissance, il faut voir de quoi on parle. On est impérativement contraint à faire de la décroissance des émissions de CO2 et donc de la décroissance de l'usage des énergies fossiles. Ça, c'est une contrainte absolue. Pour le faire, les solutions purement techniques, ça ne suffit pas. Il faut quelque part rajouter des changements. Après, c'est une autre forme de religion. Dans les modes de vie, il faut changer quand même, il faut faire de la sobriété. Mais donc, ça. Et la question qui se pose après, c'est jusqu'où il faut aller, voyez-vous bon. Donc, je crois que, clairement, certaines formes d'hyperconsommation, d'obsolescence sont condamnées, si vous voulez. Bon. Donc, ça correspond à certains traits du capitalisme dont on a hérité. Est-ce qu'on est capable de construire un capitalisme régulé beaucoup plus responsable demain? Il faudra le prouver, si vous voulez. Il faudra le prouver. Ce n'est pas évident. Mais bon. Deuxième point, les emplois. Oui, parce que c'est toujours. Ben oui, parce que si vous voulez, les emplois. Bon, souvent, on fait un débat sur le PIB. Vous voyez, le PIB, ce n'est pas un indicateur de bien-être, c'est bien évident, c'est bien connu des économistes. Je ne rentre pas dans le détail, je ne vais pas faire un cours d'économie, mais c'est très bien documenté, ce truc-là. Alors, mais c'est qu'il y a régulièrement, on fait des grandes commissions avec des politiques qui se rappellent, ah oui, tiens, le PIB, ce n'est pas un indicateur de bien-être. C'est pas un indicateur de bien-être. Bon. Par contre, l'emploi, oui. Bon. Donc, la vérité, c'est que dans le débat politique, tout le monde se contrefout du taux de croissance du PIB. Ce qui compte, c'est l'emploi. Donc, la question qui est posée, ils s'en contrefoutent, mais ils en parlent énormément quand même. Mais... Oui, parce qu'on est convaincu que croissance et emploi sont intrinsèquement corrélés. Et donc, je pense que la question qui se pose pour nos sociétés à nous, c'est quel est le degré effectif de corrélation entre l'emploi et ce qu'on appelle la croissance, le PIB, et donc, quel est le degré de croissance entre les bons emplois, vous voyez, hein, et le PIB. Parce qu'on voit bien que certaines formes de croissance rapide du PIB à court terme, c'est pareil dans l'agriculture, cette forme de recherche du rendement rapide, peuvent générer des emplois très précaires et pas du tout satisfaisants. Donc pour moi, là, il y a une vraie question qui renvoie à l'organisation du travail. Et puis, plus fondamentalement, je crois qu'on n'ose pas trop la poser de façon directe, mais bon, plutôt quelqu'un qui aime bien poser des questions. Il y a la question du nombre d'habitants, la croissance démographique. La question de la croissance démographique, on est dans un régime de transition démographique.
Et on sait que la transition démographique, elle s'est plutôt accélérée dans des pays qui ont effectivement accéléré leur croissance économique, mais que là où on n'a pas fait de développement, ce n'est pas le cas. Oui. Donc ça, cette question, elle est très importante et elle est beaucoup mieux perçue dès qu'on regarde le volet carbone vivant et la biodiversité. Pourquoi? Parce qu'on est par rapport à un problème, d'abondance. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'accélérer la lutte contre le changement climatique? C'est à cause de la surabondance du CO2 et des énergies fossiles. Cette surabondance des énergies, des émissions, du stock de CO2 qui déstabilise le climat, ça agit sur quoi? Ça va agir sur un autre grand équilibre, une autre grande frontière qui est la biodiversité. Et plus vous êtes en abondance sur le CO2 et toutes les marchandises derrière qui vont émettre ce CO2, plus vous détruisez quoi? L'abondance du vivant, l'abondance des espèces, l'abondance de la biodiversité. Et là, quand on écoute un tout petit peu ce que nous disent les chercheurs, alors là, ce n'est pas les Jean Jouzel et autres, là, c'est plutôt les muséums d'histoire naturelle. Moi, j'ai lu aussi ce bouquin remarquable là, sur la 6e extinction. On voit bien que dans les facteurs de destruction de la biodiversité, tous les écologistes vous le disent, tous les scientifiques de l'écologie vous le disent, il y a la question des espèces invasives. Et quelle est la super espèce invasive? C'est évidemment l'Homo sapiens, qui non seulement… même, oui. Bon. Donc, on a cette question de la croissance démographique, et moi je pense qu'effectivement, derrière la question en réalité de la croissance économique, les deux questions. La question, pour moi, ne s'oppose pas dans les pays moins avancés, et d'une façon plus générale, ça renvoie à la question, du travail et de l'emploi, et deux, à la question de la démographie. Parce que, qu'on le veuille ou non, dans le passé, on a bien vu que toutes les espèces invasives finissent par s'autodétruire parce qu'elles détruisent tout simplement le système du vivant. Leur écosystème. Oui, bon, donc, les alertes qui nous sont données aujourd'hui par les scientifiques de la biodiversité me paraissent peut-être encore plus inquiétantes que les alertes des Jean Jouzel et Hervé Le Truc que j'ai rencontrés il y a maintenant pas loin de 20 ans, voyez-vous. Mon optimisme mon optimisme ne m'empêche pas quand même de soulever des questions qui peuvent être assez angoissantes. Je pense qu'il vaut mieux poser des questions angoissantes avec un certain optimisme, parce que sinon, après, c'est un peu décourageant quand même. On va jeter par la fenêtre. On va bientôt, on va passer à la partie où vous pouvez, vous savez, poser vos questions en direct. Pour ça, il vous suffit de lever la main. Vous voyez, vous appuyez sur la petite main. Et puis, Clara ou Laura, je ne sais pas, vous ouvrirez le micro. Et comme ça, vous pourrez prendre la parole et poser directement vos questions à Christian, si vous en avez. Moi, j'avais une autre question à poser avant que quelqu'un lève la main et le courage, finalement, de lever la main. Et la question est la suivante, cher Christian. Il y a une autre religion dont on n'a pas encore parlé, c'est celle de la géo-ingénierie, celle du solutionnisme technologique, en quelque sorte. Et ce qui est assez saisissant, parce que vous venez d'écrire un bouquin sur le sujet qui s'appelle « Il voulait refroidir la Terre ». Vous venez de le sortir, donc celui-là, je ne l'ai pas lu. Voilà, je m'en excuse. Je le dis très clairement, pourquoi en parler? Quel est votre rapport finalement? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent il suffit de développer des solutions pour stocker le carbone, pour l'absorber, etc., pour renvoyer les rayons du soleil, pour mettre du fer dans les océans, etc., puis tout sera réglé. Ce qui est une forme de religion. Là, on n'est plus dans la connaissance, on est presque dans la croyance. Donc vous pensez quoi de tout ça? Je pense que la meilleure façon d'organiser l'action climatique n'est probablement pas de se mettre dans une religion quelle qu'elle soit. Donc, la religion de la décroissance n'est pas la bonne, et la religion de la géo-ingénierie me paraît extraordinairement dangereuse. Si on entend par là que on va entièrement se remettre à des techniques de contrôle artificiel du système climatique à grande échelle pour résoudre le problème du climat. Pourquoi est-ce que c'est extraordinairement dangereux, et même beaucoup plus que dangereux? C'est totalement inconscient, c'est même grave. C'est parce qu'on voit bien que les débuts d'expérimentation qui ont été faits sur des actions très locales, par exemple, vous citiez
le fait de fertiliser l'océan avec absolument, ça a été pas mal. De fer, on a fait des thèses, et on voit très bien que le système du vivant est tellement compliqué, tellement complexe, que dès qu'on bouge sérieusement à une certaine échelle, un paramètre, on n'anticipe pas du tout les effets en chaîne. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le nombre de terriens. Si vous voulez, hein. Quand on augmente énormément le nombre d'une espèce, ben, on ne sait pas quels effets ça a. Donc, je pense que ça, c'est un volet très important. Et puis surtout, derrière la géo-ingénierie, lorsqu'on est un peu religieux ou ayatollah, on va dire, il y a un volet extraordinairement inquiétant. C'est le volet de la volonté de puissance. C'est le volet d'imaginer que le démiurge absolu, en fait. Au nom de son extraordinaire capacité intellectuelle, l'homo sapiens serait le maître du monde. Prendrait la place, quelque sorte. Le maître de l'univers. Et ce n'est pas un hasard si c'est lié ça au transhumanisme, aux gens qui vous disent on va devenir éternel. Vous voyez, on ne va pas devenir éternel. Franchement, vous voyez, bon. Donc pour moi, c'est ça. Et donc, dans le bouquin, il voulait refroidir la Terre, qui est un roman, donc ce n'est pas vraiment un bouquin d'économie, parce que, bon, moi, je fais quand même pratiquement, j'ai dû faire plus de 10 bouquins d'économie au bout d'un moment, ça risque d'abord, ça peut lasser soi-même, et puis ça risque de lasser le lecteur. Bon. Donc, j'essaye de trouver d'autres modes d'expression. Donc, dans le roman, j'ai essayé justement de raconter à travers une histoire policière, si vous voulez, quels sont les risques de dérive sur la géo-ingénierie. Le risque le plus important me paraît être qu'au nom d'une certaine forme d'insouciance ou d'optimisme technologie, on retarderait des choses qu'il faut faire tout de suite. En se disant, parce que on parierait sur une aventure. Le climato-scepticisme un peu militant, lui, il a quand même pris du plomb dans l'aile. Et plus les impacts du changement climatique sont là, plus il est quand même un peu absurde de jouer du Claude Allègre ou autre. Bon, il y en a quelques-uns, mais ils sont. Oui, mais ça n'a pas vraiment l'impact. Non, ils sont en voie d'extinction. Par contre, le climato-scepticisme indirect qui consiste à se dire oui, on voit le changement climatique, mais on peut conserver des méthodes dans nos poches qui demain vont donner des solutions. Ouais. Et du coup, on fait l'inaction aujourd'hui, voyez-vous. Pour moi, c'est aussi grave que quand on dit c'est pas la peine de réduire nos émissions parce que quand on les réduit, on augmente exactement les mêmes quantités en Chine. C'est le même type de déni, voyez-vous. Je suis obligé d'arrêter là pour cette question parce que sinon on n'en aura pas d'autres. Et je vous invite, peut-être que vous connaissez, j'invite tout le monde à lire un bouquin que j'ai trouvé formidable de Pierre Ducrozet qui s'appelle L'invention des corps. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Christian. Non, je n'ai pas lu. Il parle de ces questions de transhumanisme à travers un roman qui mêle aussi des réfugiés climatiques du Mexique, un faux Elon Musk. Enfin, c'est un roman que j'ai trouvé. Envoyez-moi les coordonnées après. Je vous enverrai tout ça. Je vais vous dire, je vais même vous l'envoyer. Oh, c'est sympa, c'est sympa. Pour l'été, on va quand même ouvrir le micro à Claude Fromageau qui a une question à vous poser en direct. Donc, si vous pouviez organiser cela, ce serait fantastique. Voilà, Claude va apparaître. Question courte, réponse courte, parce qu'on est bientôt à la fin de l'émission. Claude, on vous écoute, il faut ouvrir votre micro. Voilà. Allez-y, Claude. Oui, merci d'abord, c'est formidable. Que pensez-vous des paradigmes ou des philosophies asiatiques qui ont un rapport au paysage et entre humain et non humain qui est très différent des nôtres? Bon, évidemment, aujourd'hui, la Chine est un empire, et comme les États-Unis, c'est vrai que l'Europe a quelque chose de mieux. Mais que pensez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait finalement, de manière assez sympathique, attendre de ces rapports entre humain et non humain qu'ils ont depuis des millénaires travaillé? Ils l'ont peut-être plus beaucoup dans l'économie moderne, mais est-ce qu'il y a une voie là qui vous exciterait dans l'idée? Merci beaucoup, Claude. Votre question est passionnante et malheureusement, Jérôme m'a dit que je n'avais pas le droit d'y répondre en plus de 2 minutes. Hein, donc, Allez, je vous en donne 3 questions parce que la réponse n'est pas simple en 2 minutes. Non, mais ça rejoint effectivement un ouvrage que j'avais lu, je crois que c'est plus ce chercheur sur la cosmologie chinoise, je crois que c'est Claude Julien, quelque chose comme ça, sur la représentation du monde et des autres êtres vivants. Bon, tous les gens qui ont travaillé les anthropologues qui ont travaillé sur le vivant et les naturels nous disent, mais
effectivement, la façon dont on traite mal le vivant renvoie à notre vision des choses. Et personnellement, j'ai une conviction forte, c'est qu'on a eu cette vision, pour nous, Européens, et particulièrement Français, date du XVIIe siècle. On est des enfants de Descartes. On est des enfants de Descartes, et Descartes nous a inculqué le fait que cette philosophie basée sur l'individu, entourée d'une nature à son service, avec même des animaux-objets. Oui, une objectivation. Au XVIIe siècle, vous avez un débat philosophique extrêmement important avec Spinoza. Et la vision de Spinoza est complètement antagonique avec celle de Descartes sur cette vision de l'individu, et Spinoza, lui, a une vision beaucoup plus proche de ces philosophies asiatiques, ou ces philosophies qu'on trouve aussi chez les peuples autochtones, qui ne nous considèrent, nous, que comme un minuscule maillon d'une somme d'interdépendance. Donc moi, je pense que, effectivement, alors évidemment, là, on n'est plus exactement dans l'économie, hein, mais on est vraiment dans les fondements anthropologiques de l'économie. Oui, mais qui ont un impact fort sur la conception. Absolument. Je pense que c'est très important, et c'est un volet que j'essaye d'introduire le mieux que je peux maintenant dans mes recherches et aussi dans mes enseignements, et notamment dans l'enseignement que je fais au Centre Sèvres, hein, qui est un centre de philosophie qui m'a demandé de faire de l'enseignement sur le changement climatique. Merci beaucoup pour cette réponse courte. Bravo, Christian. Il y a une autre question qui concerne, mais on va la passer et je vais vous dire pourquoi, qui revient sur le PIB et qui dit pourquoi on n'a pas d'autres indicateurs qui reflètent plus ou mieux la société, enfin la santé d'une société. D'autres indices sont-ils mis en avant? Eh bien, je vous invite, en fait, parce qu'on a interviewé longuement il y a je sais pas, un mois et demi, Alexandre Rambaud, qui a travaillé sur la triple capitale, sur toutes ces questions de refonte des indicateurs. Donc, peut-être que si Laura pouvait le passer, si vous allez sur notre chaîne YouTube, on a discuté sur ce sujet pendant à peu près 1 heure. Comment réinventer d'autres indices, comment mesurer différemment la valeur, etc. Donc oui, d'égonomie, oui, c'est vrai, exactement. Et on avait parlé aussi d'ailleurs des fondements philosophiques de sa pensée et comment il mêlait des pensées différentes pour arriver finalement à mêler mathématiques, philosophie et économie, et arriver finalement à une notion différente de la comptabilité, parce qu'on avait rapproché ça aussi de la comptabilité d'entreprise. Donc voilà, on n'a pas le temps, donc je vous invite à aller revoir, si on peut avoir le lien YouTube, comme ça vous le verrez très facilement et vous pourrez écouter ce qu'en disait Alexandre. J'ai le droit de dire un mot là-dessus ou pas? 20 secondes. Ben non, c'est que ces indicateurs, ils existent. Hein. Amartya Sen a construit dans le cadre des Nations Unies des indicateurs du développement humain, qui sont tout à fait complémentaires de l'indicateur du PIB. La Banque mondiale a construit un indicateur de l'épargne durable qui prend en compte ces choses-là. On a une comptabilité patrimoniale en France. Ces indicateurs sont très peu utilisés. Non, ils sont quasiment pas utilisés dans l'entreprise. Oui, mais ils sont publics, ils sont rendus ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont calculés chaque année, mais ils ne sont pas utilisés. Et encore moins à l'échelle micro. Encore moins à l'échelle micro. Et c'est à l'échelle micro que c'est le plus important. Exactement. Je voudrais qu'on finisse par on va sauter la question sur les futurs désirables. On va directement dans l'art, ce qui est un futur désirable. Donc on va plus vite. On vous a demandé, comme d'habitude, de finir avec une œuvre d'art qui vous parle particulièrement. Donc on va demander à Laura en fait, c'est un livre. Voilà, elle vous a même trouvé la bonne couverture avec cet art indien. Pourquoi, à mi ta gauche, un océan de pavots? C'est quoi? Alors, ce roman est le premier volet d'une trilogie qui s'appelle la trilogie de l'Ibis, qui raconte une croisière qui démarre au Bengale, à Calcutta, et qui va se terminer devant Canton. Ça se passe au 19e siècle, en 1838, la première année, 1839, et ça raconte le début de la guerre de l'opium. Et c'est un roman, c'est pas du tout historique, mais c'est un roman. Et pour moi, ça a été vraiment un roman extraordinaire, parce que, d'une part, je n'avais jamais fait le lien
entre la guerre de l'opium et le développement du Bengale, de la culture du pavot, l'invasion de la culture du pavot qui a détruit les systèmes agraires. Et tous les personnages qui partent de Calcutta, qui vont transiter par l'île Maurice, qui vont remonter jusqu'à Canton, sont issus de cette paysannerie. Alors, il y en a qui ont réussi plus ou moins d'autres, et vont faire cette incroyable croisade. Et puis, on arrive à la fin du roman, devant Canton, au moment où il y a les premières batailles. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les Anglais gagnent alors qu'ils sont numériquement très, très faibles. Et la seule différence, c'est qu'ils ont des canonnières avec l'énergie du charbon. Donc, c'est vraiment un roman extraordinaire. Et les personnages sont très, très touchants. Et ce que j'ai beaucoup aimé grâce à Amitav Ghosh, c'est que là encore, on voit que, et c'est un peu figuré dans la toile qui est sur la couverture, on voit combien les représentations des personnes et notamment les religions classiques sont importantes dans leurs relations, y compris évidemment dans les relations amoureuses qui sont très compliquées, puisque sur un bateau, vous imaginez, comme vous embarquez des jeunes femmes très belles avec des vieux paysans, etc. Il se passe plein de trucs. Voilà. Bon. Donc c'est un roman formidable qui est aussi à la charnière. C'est un roman d'éveil. Voilà, à la charnière de cultures très différentes les unes des autres. Amitav Ghosh est indien, évidemment. Ce roman n'aurait jamais pu être écrit par un occidental. Mais c'est un Indien qui enseigne aussi aux États-Unis, donc il a su aussi trouver des mots pour nous éveiller à ce monde incroyable. Et puis en même temps, il écrit, je crois, l'une des plus grandes ruptures historiques qui est intervenue, qui a été la guerre de l'opium et l'arrêt et la destruction de la civilisation chinoise pendant au moins un siècle. Merci beaucoup, Christian. On est obligé de Merci à vous, j'étais passionné par cet échange. Mais moi aussi, vraiment, ça m'a vraiment très intéressé. Merci infiniment. On vous donne rendez-vous en septembre avec la nouvelle saison avec Actes Sud des Engage School. Peut-être même ça s'appellera différemment, on vous dira. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup et bonne été d'ici là. On fonce dans le Zoom, voilà, vous avez le lien pour faire de l'intelligence collective, de la pensée systémique pour essayer de répondre à quelques-unes des questions qu'on a soulevées avec vous, Christian. Voilà, donc merci infiniment, à très vite, et puis je vous envoie un bouquin. Voilà. Super, j'ai gagné un bouquin. Merci beaucoup, vous de même, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont participé en posant ces questions. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt, au revoir.